Ma petite fille leva son verre de champagne devant toute la famille et dit que le domaine ne portait que le nom de son arrière-grand-père maternel, que moi je n'avais jamais vraiment compté dans cette histoire. Mon cœur s'arrêta net. Je regardais autour de moi et personne n'osa me regarder dans les yeux. Elle souriait. Moi, je serrais les poings sous la table en sentant mes ongles s'enfoncer dans ma paume. Ce jour-là, j'ai compris qu'elle voulait m'effacer, littéralement. Et le pire, c'est qu'elle avait commencé bien avant que je m'en rende compte. Je m'appelle Aïcha, j'ai 68 ans et je vis à Lyon depuis 45 ans. Je suis née au Sénégal, mais la France est devenue ma terre, celle où j'ai élevé mes enfants, celle où j'ai travaillé jour et nuit pour aider à bâtir ce que ma petite fille appelle maintenant son héritage. Mon mari, Philippe, était français. Il est décédé il y a 12 ans. Nous avions une fille unique, Sandrine. Elle s'est mariée jeune avec Laurent, un homme gentil mais faible. Ensemble, ils ont eu une seule enfant, Chloé, ma petite fille, celle qui aujourd'hui me regarde comme si j'étais une intruse dans ma propre famille. Si vous sentez que cette histoire résonne en vous, si vous aussi vous avez déjà été invisible aux yeux de ceux que vous aimiez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification, parce que ce que je vais vous raconter pourrait vous arriver demain. Ou peut-être que cela vous est déjà arrivé. Tout a commencé il y a environ 3 ans. Chloé avait 30 ans à l'époque. Elle venait d'obtenir son diplôme de droit et elle se croyait capable de tout conquérir. Pendant des années, je l'avais aidée financièrement. J'avais payé une partie de ses études, je l'avais accueillie chez moi pendant ses stages à Lyon, je l'avais nourrie, soutenue, encouragée. Elle m'appelait Mamie chérie et me disait que j'étais sa deuxième maman. Moi, je fondais. J'avais perdu ma fille Sandrine dans un accident de voiture quand Chloé n'avait que 12 ans. Depuis ce jour, j'avais pris soin de cette petite, comme si elle était mon propre souffle. Laurent s'était remarié rapidement avec une femme plus jeune, et Chloé avait choisi de rester proche de moi. Elle disait qu'elle préférait ma compagnie à celle de sa belle-mère. Je croyais que c'était de l'amour, mais c'était de l'intérêt. Les premiers signes sont apparus lors d'un repas de famille chez mon cousin Amadou. Chloé était assise à côté de moi. On parlait du vieux domaine familial à Bordeaux, celui que mon père avait acheté dans les années 50, avec l'aide de son frère. Un bien modeste à l'époque, mais qui avait pris de la valeur avec le temps. Chloé s'est penchée vers une cousine éloignée et a murmuré assez fort pour que j'entende. Elle a dit que le domaine avait été acquis uniquement grâce à la famille de son arrière-grand-père paternel, que ma lignée n'avait jamais vraiment participé à quoi que ce soit d'important. J'ai senti mon estomac se nouer. J'ai voulu répondre, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Amadou m'a regardé avec pitié. Il savait la vérité. Moi aussi. Mais Chloé venait de planter une graine de mensonge devant tout le monde. Quelques mois plus tard, elle a organisé une réunion familiale pour parler de la gestion des biens. Elle avait préparé des documents, des diapositives sur son ordinateur, des graphiques. Tout était très professionnel. Elle parlait comme une avocate. Elle a expliqué que certains membres de la famille n'apparaissaient pas dans les registres principaux et qu'il fallait clarifier les choses pour éviter des conflits futurs. Puis, elle a montré un arbre généalogique. Mon nom n'y figurait pas. J'étais assise au fond de la pièce et je fixais cet écran. Mon propre nom avait disparu, comme si je n'avais jamais existé, comme si mes parents n'avaient jamais posé un pied sur cette terre. J'ai levé la main pour demander des explications. Chloé m'a regardé avec un sourire poli et m'a dit que ce n'était qu'un brouillon qu'elle allait vérifier. Mais elle n'a jamais vérifié, et personne n'a insisté. Les mois ont passé et elle a continué son travail de réécriture silencieuse. Dans les conversations, elle mentionnait toujours le côté paternel, les sacrifices de Philippe, la vision de Laurent, les efforts de la famille Moreau. Jamais elle ne parlait de moi, de mon père, de mes oncles, de tout ce que nous avions donné pour maintenir ce patrimoine debout. Un jour, lors d'un déjeuner chez elle, elle a même dit devant ses amis que j'étais une femme formidable, mais que je n'avais jamais vraiment contribué aux affaires familiales, que j'avais toujours été plus préoccupée par ma vie personnelle. Mes mains tremblaient tellement que j'ai renversé mon verre d'eau. Elle s'est levée pour essuyer la table en souriant. Ses amis me regardaient avec une sorte de condescendance bienveillante, comme si j'étais une vieille dame un peu perdue. J'ai quitté la maison sans dire un mot. En rentrant chez moi, j'ai pleuré dans ma voiture pendant 1 heure. Mais ce qui m'a vraiment brisée, c'est ce qui s'est passé lors de l'anniversaire de Laurent. Toute la famille élargie était là, environ 40 personnes.
Chloé a pris la parole pour remercier son père et rappeler l'histoire de la famille. Elle a parlé pendant 20 minutes. Elle a raconté comment son arrière-grand-père avait bâti l'empire familial avec ses propres mains, comment il avait surmonté la guerre, comment il avait acheté le domaine de Bordeaux. Puis elle a parlé de Philippe, mon défunt mari, et de son rôle dans la modernisation des affaires. Elle a même évoqué Laurent et ses efforts pour préserver les traditions. Mais moi, elle ne m'a jamais mentionné. Pas une fois. Mon nom n'a pas été prononcé. Comme si j'étais un fantôme assis au milieu de la pièce. Amadou s'est levé pour protester, mais Chloé l'a coupé en disant qu'elle devait passer au dessert. Les gens ont applaudi et tout le monde s'est dirigé vers le buffet. Moi, je suis restée assise, les yeux vides, le cœur en miettes. À partir de ce moment, j'ai compris que ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas un oubli. C'était une stratégie. Chloé voulait réécrire l'histoire pour s'assurer que seule sa branche paternelle soit reconnue comme légitime. Pourquoi ? Parce qu'elle savait que si mon lien avec le patriarche était officiellement établi, elle devrait partager l'héritage avec d'autres cousins de mon côté. En m'effaçant, elle consolidait son propre pouvoir. Elle devenait l'héritière unique, la gardienne du patrimoine, celle qui décidait de tout. Et pour y parvenir, elle était prête à me transformer en note de bas de page. Quelques semaines plus tard, elle m'a appelé pour me dire qu'elle préparait une demande officielle auprès du notaire pour clarifier la ligne de succession. Elle voulait que je signe un document reconnaissant que je n'avais jamais eu de participation directe dans l'acquisition du domaine de Bordeaux. Elle m'a dit que c'était une simple formalité administrative, que ça ne changerait rien pour moi, que je pourrais continuer à vivre tranquillement. Sa voix était douce, presque maternelle, mais ses mots étaient des lames. J'ai dit que j'allais réfléchir. Elle a insisté. J'ai raccroché. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Pendant des jours, j'ai tourné en rond dans ma maison. J'avais l'impression de devenir folle. Tous mes souvenirs, toutes mes preuves semblaient s'être évaporées. Philippe était mort. Sandrine était morte. Les anciens de la famille étaient presque tous partis. Qui pourrait témoigner pour moi ? Qui se souviendrait de la vérité ? J'ai fouillé dans mes tiroirs, dans mes armoires, dans mes cartons. Rien. Juste des photos floues, des lettres sans valeur juridique, des souvenirs inutiles. Chloé avait raison sur un point. Les documents récents ne mentionnaient que la branche paternelle. Tout avait été réorganisé après la mort de Philippe. Et moi, dans ma douleur, je n'avais rien vérifié. J'avais fait confiance. J'avais cru que ma place était acquise. Quelle erreur. Un matin, Amadou est venu me voir. Il m'a trouvée assise dans mon salon, les yeux rouges, les cheveux en désordre. Il m'a pris la main et m'a dit de ne pas abandonner. Il m'a rappelé que mon père avait toujours été un homme prudent, qu'il gardait tout, qu'il ne jetait jamais rien. Il m'a demandé si j'avais vérifié dans le grenier, dans les vieilles malles, dans les endroits où personne ne va jamais. Je lui ai dit que je n'avais rien trouvé. Il a insisté. Il m'a dit que mon père avait un vieux coffre en bois, un coffre qu'il avait ramené du Sénégal et qu'il gardait comme un trésor. Je me suis souvenue. Ce coffre était chez moi, mais je ne l'avais pas ouvert depuis des décennies. Il était rangé tout au fond du grenier, sous une pile de cartons et de vieux draps. Amadou m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit d'aller vérifier maintenant. Je suis montée dans le grenier en tremblant. La poussière me piquait les yeux. Les planches craquaient sous mes pieds. J'ai écarté les cartons un par un. Et puis je l'ai vu. Le vieux coffre en bois sombre, avec ses ferrures rouillées et ses gravures à moitié effacées. Mon cœur battait si fort que j'avais peur de m'évanouir. J'ai soulevé le couvercle lentement. À l'intérieur, il y avait des tissus fanés, des lettres jaunies, des photos en noir et blanc. Et tout au fond, dans une enveloppe en papier craft, il y avait un document, une vieille certidão de nascimento, un acte de filiation, daté de 1954, signé par le patriarche lui-même, mon grand-père, reconnaissant mon père comme son fils légitime et établissant son droit sur le domaine de Bordeaux. Le papier était jauni, fragile, presque translucide, mais les mots étaient là, lisibles, indiscutables. Mon grand-père avait écrit de sa propre main que mon père était son héritier direct et que cette lignée devait être respectée pour toujours. J'ai serré le document contre ma poitrine et j'ai pleuré. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de désespoir, c'était des larmes de soulagement, de rage aussi, de fierté. Mon père avait gardé ce document pendant toutes ces années parce qu'il savait qu'un jour, quelqu'un essaierait de nous effacer. Il avait vu venir le danger bien avant moi,
et il avait protégé notre place dans l'histoire. En descendant du grenier, j'ai appelé Amadou. Je lui ai dit que je l'avais trouvé. Il a crié de joie au téléphone. Puis il m'a demandé ce que j'allais faire. J'ai répondu que j'allais attendre le bon moment. 2 mois plus tard, Chloé a organisé une grande réunion familiale. Elle avait loué une salle dans un hôtel chic de Lyon. Elle avait invité tous les membres de la famille, les notaires, même quelques amis proches. L'objectif officiel était de célébrer l'histoire de la famille et de finaliser la nouvelle organisation patrimoniale. En réalité, c'était une mise en scène. Elle voulait officialiser son récit, faire signer les papiers devant témoins, transformer son mensonge en vérité collective. Elle m'avait envoyé une invitation par courrier. Une invitation polie, froide, impersonnelle, comme si j'étais une invitée parmi d'autres. Pas sa grand-mère, pas celle qui l'avait élevée, juste une présence tolérée. Le jour de la réunion, je suis arrivée en avance. J'avais mis ma plus belle robe, celle que Philippe m'avait offerte pour notre 30e anniversaire de mariage. J'avais coiffé mes cheveux, mis du rouge à lèvres. Je voulais avoir l'air digne, forte. Amadou est arrivé peu après avec le vieux coffre. Les gens nous regardaient avec curiosité. Chloé fronçait les sourcils. Elle est venue vers moi et m'a demandé pourquoi j'avais apporté ce coffre. J'ai souri et j'ai dit que je voulais rendre hommage aux ancêtres, que c'était important de se souvenir d'où nous venions. Elle a hésité, mais elle n'a pas osé refuser devant tout le monde. Elle a hoché la tête et est retournée à sa place. Mais ce qui allait se passer ensuite, personne dans cette salle ne l'attendait vraiment. J'ai regardé Chloé commencer son discours avec une assurance qui me donnait envie de vomir. Elle parlait comme si elle avait écrit l'histoire elle-même, comme si chaque mot sortait d'un livre qu'elle avait composé seule. Elle a commencé par remercier tout le monde d'être venu, puis elle a lancé sa présentation sur grand écran. Des photos anciennes défilaient, des images du domaine de Bordeaux dans les années 60, des portraits en noir et blanc de l'arrière-grand-père, des documents encadrés, des actes notariés récents. Tout était soigneusement sélectionné pour raconter une seule version, la sienne. Elle a parlé pendant 15 minutes sans jamais mentionner mon nom. Elle a évoqué les sacrifices de la branche paternelle, les investissements de Philippe, la vision de Laurent, puis elle a affiché un nouvel arbre généalogique, encore plus détaillé que le précédent. Mon père y figurait, mais dans une branche secondaire, presque invisible, sans lien direct avec le patrimoine principal. Comme un cousin éloigné qu'on tolère par politesse. J'ai senti mes mains devenir glacées. Autour de moi, les gens hochèrent la tête. Certains prenèrent des notes. Personne ne protestait. Personne ne levait la main pour dire que quelque chose clochait. C'était comme si la réalité elle-même était en train de se plier sous le poids de son récit. Puis Chloé a sorti les documents qu'elle voulait faire signer. Elle les a distribués à plusieurs membres de la famille. Des attestations, des reconnaissances, des renonciations déguisées. Elle expliquait chaque paragraphe avec un vocabulaire juridique que la plupart des gens ne comprenaient pas vraiment. Elle souriait. Elle était calme. Elle savait qu'elle avait gagné. Quand elle est arrivée à ma rangée, elle m'a tendu un stylo et m'a regardé droit dans les yeux. Elle a dit que c'était juste une formalité, que ça ne changerait rien à mon quotidien, que je pourrais continuer à profiter de ma retraite tranquillement. Sa voix était douce, presque compatissante, mais ses yeux disaient autre chose. Ils disaient « signe » et disparaît. Je n'ai pas pris le stylo. J'ai posé mes mains bien à plat sur la table et j'ai dit que j'avais quelque chose à montrer avant de signer quoi que ce soit. Chloé a froncé les sourcils. Elle a dit que ce n'était pas le moment, qu'on pourrait en parler après la réunion. J'ai insisté. J'ai dit que c'était très important, que ça concernait l'histoire de la famille, que tout le monde devait le voir. Les gens autour de nous se sont tus. L'ambiance a changé. Chloé a serré les lèvres. Elle a dit d'accord, mais rapidement. J'ai fait signe à Amadou. Il s'est levé et a apporté le vieux coffre au centre de la salle. Le silence était presque total maintenant. On n'entendait que le bruit des chaises qui bougeaient et le souffle des climatiseurs. Chloé me fixait avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Un mélange de colère et de peur. J'ai ouvert le coffre lentement. J'ai écarté les tissus fanés, les vieilles lettres, les photos jaunies, puis j'ai sorti l'enveloppe en papier craft. J'ai retiré le document avec précaution, comme si je tenais un trésor sacré. Parce que c'était exactement ça, un trésor. La preuve vivante que mon père avait existé, qu'il avait compté, qu'il avait eu sa place dans cette histoire. J'ai levé le document à bout de bras pour que tout le monde puisse le voir. Puis, j'ai commencé à lire à voix haute.
Ma voix tremblait au début, mais elle s'est raffermie au fur et à mesure. Je lisais les mots écrits par mon grand-père en 1954. Il reconnaissait mon père comme son fils légitime. Il établissait clairement que mon père avait participé à l'acquisition du domaine de Bordeaux. Il précisait que cette lignée devait être respectée et protégée pour les générations futures. Chaque mot résonnait dans la salle comme un coup de marteau. Les gens écoutaient sans bouger. Certains ouvraient grand les yeux. D'autres se penchaient en avant pour mieux entendre. Quand j'ai eu fini de lire, j'ai tendu le document au notaire présent dans la salle. Il l'a pris avec soin, l'a examiné sous toutes les coutures, a vérifié les signatures, les dates, les cachets. Puis il a levé les yeux vers Chloé et il a dit que ce document était parfaitement authentique et qu'il changeait complètement la donne. Il a dit que ce document prouvait que ma lignée avait un droit direct et incontestable sur le patrimoine familial. Il a dit que toute tentative d'exclusion serait juridiquement invalide. Le silence qui a suivi était assourdissant. Chloé était devenue blanche. Elle ouvrait la bouche mais aucun son ne sortait. Ses mains tremblaient tellement qu'elle a laissé tomber son stylo. Le bruit du stylo heurtant le sol a résonné comme une sentence. Les murmures ont commencé à se répandre dans la salle. Les gens se tournaient les uns vers les autres, chuchotaient, pointaient du doigt l'arbre généalogique projeté sur l'écran. Amadou s'est levé et a demandé à Chloé pourquoi elle avait délibérément omis ce document dans ses recherches. Elle a bafouillé quelque chose à propos d'une erreur, d'un oubli, d'une confusion dans les archives. Mais personne n'y croyait. Tout le monde avait compris. Ce n'était pas une erreur, c'était une manipulation. Un mensonge construit pierre par pierre pour m'effacer de l'histoire. Un cousin éloigné s'est levé et a dit qu'il trouvait scandaleux qu'on ait essayé de réécrire l'histoire de cette façon. Une tante a ajouté qu'elle avait toujours trouvé bizarre que mon nom ne figure nulle part. Un autre oncle a rappelé que mon père avait toujours été un homme respecté dans la famille et qu'il ne méritait pas d'être traité comme un fantôme. Les voix montaient, les accusations pleuvaient. Chloé essayait de se défendre, mais chaque mot qu'elle prononçait ne faisait qu'aggraver sa situation. Elle disait qu'elle avait juste voulu simplifier les choses, qu'elle n'avait jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit. Mais ses excuses sonnaient faux. Elles étaient creuses, pathétiques. Le notaire a demandé à reprendre la parole. Il a dit qu'il ne pouvait pas valider les documents préparés par Chloé tant que la situation n'était pas clarifiée. Il a dit qu'il faudrait refaire tout le travail en tenant compte de ce nouveau document. Il a dit que ça prendrait du temps, que ça nécessiterait des expertises, des vérifications. Chloé a essayé de protester, mais il l'a coupé net. Il a dit que c'était une question de loi, pas d'opinion, que la vérité devait primer sur tout le reste. Les gens ont commencé à ranger leurs affaires. Certains sont venus me serrer la main, d'autres m'ont embrassé. Amadou pleurait de joie dans un coin de la salle. Moi, je restais debout au milieu de tout ce chaos, le document entre les mains, le cœur battant, les larmes aux yeux. Chloé est restée seule à sa table. Personne ne s'approchait d'elle. Elle regardait fixement l'écran où son arbre généalogique truqué était toujours affiché. Puis elle a éteint le projecteur d'un coup sec. L'écran est devenu noir. Elle a ramassé ses papiers, les a fourrés dans son sac et elle est sortie de la salle sans dire un mot. Je l'ai regardée partir. J'aurais pu ressentir de la satisfaction, de la victoire, de la joie mauvaise. Mais tout ce que je ressentais, c'était de la tristesse. Une tristesse immense. Parce que cette fille que j'avais élevée, que j'avais aimée comme ma propre chair, avait été prête à me détruire pour un héritage. Elle avait choisi l'argent plutôt que la vérité. Le pouvoir plutôt que l'amour. Et ça, aucun tribunal ne pourrait jamais le réparer. Les jours qui ont suivi ont été étranges. Chloé ne m'a pas appelée. Elle n'a envoyé aucun message. Laurent, son père, m'a contacté pour s'excuser au nom de sa fille. Il m'a dit qu'il ne savait rien, qu'il avait fait confiance à Chloé pour gérer les affaires familiales, qu'il était profondément choqué par ce qui s'était passé. Je ne sais pas si je le croyais complètement, mais j'ai accepté ses excuses. Parce qu'au fond, je savais que Laurent avait toujours été un homme faible. Il suivait le mouvement. Il ne prenait jamais position. Il laissait les autres décider à sa place. Chloé avait hérité de son intelligence juridique, mais aussi de son absence de courage moral. Le notaire a lancé les vérifications officielles. Il a examiné le document que j'avais présenté, l'a fait authentifier par des experts en archives, a croisé les informations avec les registres anciens de Bordeaux. Tout concordait. Mon père était bien le fils légitime du patriarche. Il avait bien participé à l'achat du domaine.
Il avait bien versé de l'argent, signé des papiers, fait des sacrifices. Toute cette histoire que Chloé avait essayé d'effacer était vraie, documentée, incontestable. Le notaire m'a dit que ça prendrait encore quelques semaines pour finaliser la nouvelle répartition patrimoniale, mais que mon droit était désormais établi sans aucun doute possible. Pendant ce temps, j'ai reçu des appels de membres de la famille que je n'avais pas vus depuis des années. Certains s'excusaient de ne pas avoir réagi plus tôt. D'autres me félicitaient pour mon courage. Quelques-uns me demandaient des conseils pour leurs propres histoires familiales compliquées. Amadou venait me voir presque tous les jours. On buvait du thé ensemble dans mon salon et on parlait de mon père, de ses valeurs, de sa prudence, de sa sagesse. Il me disait que mon père aurait été fier de moi, que j'avais honoré sa mémoire, que j'avais défendu notre lignée avec dignité. Ces mots me réchauffèrent le cœur. Ils me donnaient la force de continuer. Un matin, environ 3 semaines après la réunion, j'ai entendu sonner à ma porte. C'était Chloé. Elle était debout sur le seuil, les yeux rouges, les cheveux en désordre. Elle ne ressemblait plus à la jeune avocate sûre d'elle que j'avais vue dans cette salle d'hôtel. Elle ressemblait à une petite fille perdue. Elle m'a demandé si elle pouvait entrer. J'ai hésité. Puis j'ai ouvert la porte en grand et je l'ai laissée passer. On s'est assise dans le salon. Elle n'a rien dit pendant plusieurs minutes. Elle fixait ses mains. Puis elle a murmuré qu'elle était désolée, qu'elle ne savait pas pourquoi elle avait fait ça, qu'elle s'était laissée emporter par l'ambition, par la peur de perdre le contrôle, par l'idée que si elle ne prenait pas tout, quelqu'un d'autre le ferait. Je l'ai écoutée sans l'interrompre. Je voyais qu'elle pleurait, je voyais qu'elle souffrait, mais je voyais aussi qu'elle ne comprenait pas vraiment la gravité de ce qu'elle avait fait. Elle pensait que c'était juste une affaire d'argent, de papier, de stratégie juridique. Elle ne comprenait pas qu'elle avait essayé de m'effacer. Pas juste de me retirer un héritage, mais de m'effacer de l'histoire, de faire comme si je n'avais jamais existé, comme si mon père n'avait jamais existé, comme si tout ce que nous avions donné, sacrifié, construit, ne comptait pour rien. Ça, c'était bien plus grave qu'une simple dispute patrimoniale. C'était une trahison de la mémoire, une trahison du sang. Je lui ai dit tout ça calmement, sans crier, sans pleurer. Je lui ai dit que je la pardonnais parce que c'était ma petite fille et que je l'aimais. Mais je lui ai aussi dit que la confiance était brisée, que ça prendrait du temps pour reconstruire quelque chose, si jamais c'était possible. Je lui ai dit que j'espérais qu'elle apprendrait de cette expérience, qu'elle comprendrait que l'argent ne valait rien si on perdait son humanité en chemin. Elle a hoché la tête en silence, puis elle s'est levée, m'a embrassée sur la joue et elle est partie. Les semaines sont devenues des mois. Le notaire a finalisé les documents. Mon nom a été rétabli officiellement dans tous les registres. Ma part d'héritage a été reconnue. Les cousins de mon côté ont également été réintégrés dans la ligne de succession. Tout est rentré dans l'ordre, ou presque. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas réparer avec des papiers. Il y a des blessures qui restent ouvertes, même quand la justice est faite. Chloé et moi, on se parle de temps en temps maintenant. Des conversations courtes, polies, un peu froides. Elle m'envoie des messages pour mon anniversaire, pour Noël, pour la fête des mères. Moi, je réponds. Je reste polie. Mais je garde mes distances. Parce que j'ai appris que l'amour sans limite peut devenir une faiblesse. Que donner tout sans rien attendre en retour peut mener à l'oubli. Que même ceux qu'on aime le plus peuvent nous trahir si on ne se protège pas. Aujourd'hui, quand je regarde le vieux coffre en bois posé dans mon salon, je pense à mon père. Je pense à sa prudence, à sa sagesse, à sa vision. Il savait que l'histoire peut être réécrite par ceux qui ont le pouvoir. Il savait que les faibles, les silencieux, les invisibles peuvent être effacés d'un simple trait de plume si personne ne garde les preuves. Alors il a gardé ce document pendant toute sa vie. Il l'a protégé comme un trésor. Et ce trésor m'a sauvé. Il a sauvé notre mémoire. Il a sauvé notre dignité. Je pense aussi à toutes ces personnes qui vivent la même chose que moi. Ces grands-parents qu'on oublie, ces parents qu'on efface, ces histoires qu'on réécrit pour servir les intérêts de quelques-uns. Je pense à tous ceux qui n'ont pas de coffre, pas de documents, pas de preuves. Ceux qui se battent seuls contre des mensonges bien construits. Ceux qui perdent leur place dans l'histoire simplement parce qu'ils ont fait confiance. Je voudrais leur dire de ne jamais abandonner, de chercher, de fouiller, de ne rien laisser passer, parce que la vérité finit toujours par ressortir. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas facilement, mais elle ressort. Moi, j'ai eu de la chance. J'ai retrouvé mon document. J'ai eu Amadou à mes côtés. J'ai eu le courage de me battre quand tout semblait perdu.
Mais combien d'autres n'ont pas cette chance? Combien d'histoires sont réellement effacées parce que personne n'a gardé les preuves? Combien de gens meurent en sachant que leur mémoire sera déformée, oubliée, trahie? Ces questions me hantent encore. Alors oui, j'ai gagné ma bataille. Oui, mon nom est de nouveau sur les papiers. Oui, la justice a été faite sur le plan juridique. Mais au fond de mon cœur, il reste une blessure. Parce que je sais que Chloé ne m'a pas trahi pour l'argent seulement. Elle m'a trahi parce qu'elle ne m'a jamais vraiment vue. Elle ne m'a jamais considérée comme une personne entière, avec une histoire, une dignité, un héritage. Pour elle, j'étais juste une vieille femme commode, une mamie qui aidait quand c'était utile et qui devait disparaître quand c'était gênant. Et ça, aucun document ne peut le réparer. Aucun notaire ne peut le corriger. C'est une blessure de l'âme. Mais malgré tout, je continue. Je me lève chaque matin. Je bois mon café. Je regarde par la fenêtre. Je parle avec Amadou. Je visite mes cousins. Je participe aux réunions familiales. Je vis ma vie avec dignité, parce que je refuse de laisser cette histoire me détruire. Je refuse de devenir amère, aigrie, remplie de haine. Mon père ne m'a pas élevée comme ça. Ma mère non plus. Ils m'ont appris que la dignité ne se trouve pas dans la victoire, mais dans la manière dont on se relève après la chute. Alors oui, ma petite fille a essayé de m'effacer de l'histoire. Elle a réécrit le passé pour servir son avenir. Elle m'a humiliée devant toute la famille. Mais au final, c'est elle qui a été exposée. C'est elle qui a porté la honte. C'est elle qui doit maintenant vivre avec le poids de ce qu'elle a fait. Moi, je peux dormir en paix, parce que je sais qui je suis. Je sais d'où je viens. Je sais ce que mon père a construit. Et personne, jamais, ne pourra effacer ça de ma mémoire. Si cette histoire vous a touché, si vous aussi, vous avez déjà senti qu'on essayait de vous effacer, de minimiser votre rôle, de réécrire votre histoire, écrivez. La vérité reste dans les commentaires, parce que c'est exactement ça. La vérité reste, toujours. Même quand tout semble perdu, même quand les mensonges sont bien construits, même quand personne ne semble écouter, la vérité reste. Et un jour, elle ressort, comme ce vieux document jauni au fond d'un coffre oublié. Elle ressort et elle rétablit l'ordre des choses. Moi, je m'appelle Aïcha, j'ai 68 ans, je suis la fille de mon père, la petite fille de mon grand-père, et personne ne pourra jamais changer ça.